C'était il y a à peine 3 jours qu'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, faisait part de la présence d'un groupe terroriste en terre ivoirienne. On s'attendait évidemment à une suite. Et la voilà. La sécurité de la Côte d'Ivoire, pays voisin au Mali et au Burkina Faso, des bastions d'action de groupes terroristes, préoccupe les États-Unis d'Amérique dont les forces armées ont envoyé des émissaires pour la formation des forces spéciales ivoiriennes, lit-on sur le site cetinfo.ci ce 25 novembre 2019. Selon cette info, cet exercice rentre dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ainsi, des éléments des forces spéciales des deux pays ont effectué des exercices d'échange conjoints combinés. Ce sont plus de 50 éléments des forces spéciales de la Côte d'Ivoire et des États-Unis qui ont pris part à cet entraînement conjoint d'échange combiné. L'exercice avait pour cadre les sites de l'Omo Nord et d'Autré. En effet, au Sahel, la France est de plus en plus poussée vers la porte. Le crash de 2 hélicoptères militaires au Mali et la mort de 13 soldats français en est la preuve. Mais il semblerait que les parties occidentales soient décidées d'anticiper leur agissement militaire suivant le même scénario qu'ils ont mis en place dans la région sahélo-saharienne, à savoir se référer à de prétendantes menaces terroristes dans le seul objectif de renforcer leur présence militaire. Au Mali, 13 militaires français ont trouvé la mort lundi 25 novembre dans la soirée dans un accident entre 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des terroristes. Enfin, c'est ce que disent les médias occidentaux. Mais que s'est-il passé réellement? Cet incident intervient en effet alors que la FAMA a subi coup sur coup des attaques très meurtrières attribuées par la France aux terroristes et que la population malienne exige dans sa quasi-intégralité un retrait de la force d'occupation de son pays. L'analyse de la situation avec Luc Michel, géopoliticien. Beaucoup de détails sur ce qui s'est passé. Apparemment, c'est un accident. C'est un accident d'hélicoptère, mais c'est la plus importante perte de troupes françaises au sol depuis le Liban, depuis les grands attentats du Liban sous la présidence de Mitterrand. Donc ça fait un grand ressentiment et ça touche l'establishment français au premier plan parce que le fils de l'ancien président du Sénat, Bartholomé, qui est toujours sénateur, est mort dans ce qui est présenté comme un accident. Il y a actuellement une immense manœuvre de propagande en France. Les journaux sont noyés par les hommages officiels, par les analyses, etc. Le but, c'est de persuader les Français et les Européens, mais aussi les Africains, que la France est là pour la fameuse lutte au terrorisme et que la France est là pour combattre pour la liberté des peuples africains. C'est évidemment de la propagande. On a, pendant moins d'1 minute, un expert a osé lever le voile sur France 24. C'est un exemple. Il a dit, mais la responsabilité de tout ça, c'est la destruction de la Jamaria libyenne, ce qui est vrai. Ceci intervient après 7 années d'opérations occidentales. Il y a eu l'opération en Libye, puis il y a eu Serval, il y a eu Sangaris, il y a eu Barkhane. La chute de la Libye, elle a entraîné une cascade de déstabilisation. C'était ça le but géopolitique des Américains et des Français. C'était de détruire la Jamaria de Kadhafi, qui était le pivot géopolitique qui stabilisait la région. À partir de ce moment-là, les séquelles ont immédiatement continué. Il y a eu le Mali, la Centrafrique en 2012-2013, et puis ça a continué d'ailleurs dans d'autres pays, puisque on a maintenant un arc soi-disant de guerre au terrorisme qui va jusqu'au Burkina Faso, on annonce maintenant Daesh en République démocratique du Congo. Il y a eu tout ça, plus la déstabilisation politique qui touche l'Algérie, qui touche le Soudan, etc. Tout cela n'est pas sans conséquence. Ça n'a aucun rapport avec le combat pour soi-disant la liberté des Africains. C'est une opération de recolonisation géopolitique de l'Afrique qui est menée par les
les Américains et par les Français qui ont été désignés comme le shérif de l'Afrique. C'est tout. Probablement, on ne saura jamais ce qui s'est véritablement passé. Toujours est-il qu'il y a une escouade complète avec des officiers français qui est morte. Et c'est un exemple des nombreuses pertes, mais quand ce sont des pertes dans la population civile, malienne ou ailleurs d'ailleurs, on n'en parle pas, et on ne parle pas non plus de la répression qui est exercée contre les populations qui ne veulent plus de cette guerre. Ça a été aussi brièvement esquissé par un expert sur France 24 hier, mais on ne va pas au fond des choses, c'est toujours le discours, guerre au terrorisme, nos soldats sont tombés au champ d'honneur. Il faut avoir le respect des morts. Ce sont des soldats qui sont morts au combat, il faut les respecter, mais ça n'en fait pas la garantie de la démocratie ou de la liberté de l'opération française au Mali, bien entendu. Quel est le rôle géopolitique maintenant du Mali? Il faut savoir qu'avec Trump, il y a une redistribution des cartes en Afrique. Lorsque les Américains décident de recoloniser l'Afrique, c'est la création par Obama et Bush II, Bush II lançant l'initiative, Obama la réalisant de l'Africom en 2007-2008, à l'époque, les Américains sous-traitent à l'armée française. Ça vous explique notamment le rôle que les Français ont joué comme porteurs de valises américains contre Kadhafi, et aussi rôle principal dans les opérations au Mali et en Centrafrique, où ils ont même, François Hollande a même proclamé la victoire en 2013. Ce sont des victoires de papier, comme la victoire américaine de George Bush II, soi-disant en 2003 en Afghanistan. Les talibans sont toujours là, nous sommes en 2019, on s'apprête à leur remettre le pouvoir, et les Shebabs, par exemple, sont toujours là en Somalie depuis 20 ans. Ils se sont étendus même dans d'autres pays, au Kenya, en Éthiopie, au Mozambique. Le bilan donc de toutes ces opérations, quel est-il? Tout d'abord, il y a avec Trump et Bolton, même s'il n'est plus aux affaires aujourd'hui, il y a eu une redistribution des cartes. Le Niger, qui était le centre des opérations françaises, est aujourd'hui occupé par les Américains. Les Américains y ont établi une base, c'est là qu'est établie la fameuse guerre des drones, qui frappe les populations civiles innocentes, exactement comme au Pakistan et au Afghanistan. La guerre des drones, ce n'est pas une guerre propre, c'est une guerre d'assassins aveugles qui frappent du sol. Obama, on lui a donné un prix Nobel de la paix alors qu'il était à même président. Chaque semaine, les drones d'Obama, commandés par Obama directement, ont fait des dizaines de victimes au Pakistan et au Afghanistan, ce qui explique d'ailleurs en partie la persistance du terrorisme. Parce que les populations, c'est le meilleur moyen d'être contre les populations. Donc les Américains sont installés au Niger, ils ont installé un jeu de concurrence au sein de l'OTAN, avec les Allemands de la Bundeswehr, les Espagnols, les Italiens, tout le monde est au Niger. Et on a prié les Français de se redéployer au Mali. Le Mali, donc aujourd'hui, c'est le pivot géopolitique de l'intervention française en Afrique. Le Mali, donc, est essentiel puisque la France est en train de perdre pied en Centrafrique. Vous savez que je reviens de Bangui. Je peux vous dire là-bas que la population est anti-française, mais aussi que l'œuvre de pacification que favorise la Russie et de reconstruction du président Touadéra, elle est en route, et c'est contre les intérêts, évidemment, de la France. La France ne peut donc pas perdre pied aussi au Mali. Les Russes viennent d'arriver au Mali. Ils ont l'envoi d'armes et l'envoi de conseillers militaires. Ils ont fait exactement les mêmes accords avec l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que l'action russe, c'est une action publique et pas clandestine. Et donc, ils ont proposé au Mali exactement la même opération qu'en Centrafrique. C'est la panique à Paris. Deuxième chose, il y a un intérêt géoéconomique. On vient, outre les richesses du sous-sol, etc., mais ça c'est dans toute l'Afrique, on vient de découvrir une grande nappe phréatique, donc c'est de l'eau potable, en dessous du Niger. Ça correspond à 2 siècles, écoutez-moi bien, 2 siècles de consommation d'eau douce de toute la planète. Vous savez que l'eau, c'est devenu une matière stratégique rare, avec notamment le changement climatique, et dans l'Afrique saharienne et subsaharienne, c'est essentiel pour le contrôle des populations, il faut dire de l'eau.
On a 2 siècles là-bas. On se rappellera que sous la Jamaïria libyenne, Kadhafi avait déjà exploité une nappe phréatique en dessous du Sahara et jusqu'à la destruction de la Jamaïria, on fournissait toute la côte libyenne et Tripoli en eau potable. Tout ça a été détruit par les bombardements de l'OTAN et la guerre des milices. Mais c'était le cas. La nappe phréatique qui se trouve en dessous du Niger, elle est extrêmement plus importante que la nappe qu'exploitait Kadhafi. Et donc c'est un enjeu à la fois géopolitique et géostratégique essentiel. La France ne peut pas perdre le contrôle de ça. Voilà donc ce qui vous explique cet accent, cette relance de Barkhane, etc. Maintenant, quand on fait le bilan, c'est un échec. Nous sommes, après 7 ans d'intervention occidentale, principalement française, américaine et allemande, le djihadisme, que vous appelez le tafkirisme ou le terrorisme, ne s'est jamais si bien porté. Daesh, qu'on disait détruit en Libye, il est toujours présent dans toute l'Afrique. Il y a une branche des Shebab qui est établie au Puntland. C'est un État qui a fait sécession de la Somalie. Elle a fait allégeance à Daesh et elle s'est établie au Mozambique. Daesh est présent, bien entendu, au Niger. Les soldats français sont officiellement morts en condamnant un groupe affilié à Daesh, l'État islamique au Grand Sahara, comme le nom l'indique. AQMI n'a jamais été aussi puissant. Il a fait un espèce de front tafkiriste qui unit 5 grands groupes terroristes, dont le groupe Al-Morabitoum de Mokhtar Belmokhtar, qui est un des fondateurs historiques d'AQMA, et dont le groupe de Iyad Ghali, au Mali précisément, qui en est le chef. Il y a également Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui frappe toute la zone du lac Tchad, en n'oubliant pas que Boko Haram est aussi explosé en 2 branches. Il y a une branche principale qui fait allégeance au Daesh, mais une branche qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Et il y a un phénomène extrêmement inquiétant qui s'est développé à partir du Niger, mais aussi de certaines zones de la Somalie et du lac Tchad, c'est que les terroristes d'allégeance à Al-Qaïda et les terroristes d'allégeance à Daesh ne se combattent pas comme on l'a vu en Syrie ou en Irak, mais font des opérations et font une espèce de collaboration. Au Niger, par exemple, l'année précédente, 2 Français enlevés sont morts, ils allaient être vendus par un groupe d'Al-Qaïda à un groupe de Daesh. Voilà la réalité de cette soi-disant guerre française au terrorisme et guerre américaine. C'est un échec total. Au milieu de tout ça, il ne faut pas se laisser prendre au nuage de la propagande. Les populations n'en veulent plus, ni au Niger, ni au Mali, ni en Centrafrique. Vous avez vu qu'au Niger, il y a le principal artiste qui s'appelle Salif Keïta. C'est un artiste de renommée internationale. Il a fait une lettre ouverte sous forme de vidéo au président Ibeka. Il lui a dit ce sont les Français qui sont responsables de la guerre. Ce sont les Français qui financent le terrorisme. Si tu n'as pas le courage de les dénoncer, quitte le pouvoir, un homme plus courageux prendra ta place. C'est un immense retentissement dans toute l'Afrique. Il y a plus d'1 million de vues sur YouTube. L'ambassade de France a même fait un communiqué pour dénoncer ce qu'ils appellent une fake news et une théorie du complot, que moi je partage. Il n'y a pas de complot là-dedans, c'est la réalité. Partout où les Français et les Américains sont établis, on ne voit pas le terrorisme régresser, on voit celui-ci s'étendre et exploser. Et maintenant, nous avons un dernier phénomène, c'est la RDC. Il y a depuis quelques jours des massacres de population à Béni, dans la zone du Kivu, entre le Kivu et le Katanga. Béni, c'est une ville martyre où on massacre des populations dans l'indifférence des casques bleus. Là-bas, la population s'est révoltée, elle veut le départ de la MONUSCO des casques bleus, et on a des photos terribles où des soldats des casques bleus tirent au fusil d'assaut dans le dos de Congolais en colère, désarmés avec les mains nues. Il y a des morts. C'est le ras-le-bol des Africains de la présence occidentale.
Au troisième trimestre 2019, les activités du secteur pétrolier sont marquées par une hausse de 10% des recettes pétrolières comparativement au même trimestre de l'année précédente, selon une note de l'Observatoire tchadien des finances publiques. Ce résultat est dû à la hausse des exportations en volume conjuguée à la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar US. Malgré la baisse de la production de 6% par rapport au trimestre précédent et du cours de Brent qui s'établirait autour de 61,9$ le baril contre 75,1$ le baril à la même période de l'année 2018, explique l'Observatoire tchadien des finances publiques. Le volume des exportations est en hausse de 12% sur la même période. Cette hausse des exportations par rapport à la production pourrait s'expliquer par l'accumulation des stocks de la production. Les recettes pétrolières recouvrées se chiffrent à 221,9 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2019 contre 201,3 milliards de francs CFA à la même période un an plus tôt, soit une augmentation de 10,2%. Malgré les baisses du cours de Brent, les recettes pétrolières continuent à s'améliorer comme pour le trimestre précédent. La Russie envisage d'accorder un financement de 10 milliards de dollars à l'Angola pour la mise en place de projets d'infrastructures, c'est ce qu'a indiqué Shepa Alexei, vice-président de la Commission parlementaire des relations internationales de la Russie. Les fonds devraient servir à financer des projets à grande échelle, a déclaré le responsable. Ceux-ci sont principalement liés au secteur de l'énergie, à savoir la construction de barrages hydroélectriques, la production d'énergie éolienne, les panneaux solaires et les lignes de transport d'électricité. Le financement des routes, des maisons et autres infrastructures devrait également être pris en compte par la nouvelle ligne de crédit. D'après le responsable, le prêt sera financé par l'État russe, le secteur privé ainsi que de nombreux investisseurs internationaux. L'annonce intervient un mois après le sommet de Sotchi qui a réuni le président Vladimir Poutine et une quarantaine de dirigeants africains afin de discuter sur un renforcement de la coopération entre Moscou et les nations africaines. La croissance économique du Burkina Faso devrait rester supérieure à 6% jusqu'en 2022, a-t-on appris d'un rapport de la société de notation Standard & Poor's. D'après l'institution, cette croissance devrait être tirée par les bonnes performances des secteurs miniers et agricoles qui, malgré les risques climatiques et sécuritaires, seront les deux principaux moteurs de la croissance burkinabé au cours des prochaines années. À ces deux secteurs s'ajouteront les investissements publics importants dans les infrastructures routières notamment. Ceci devrait avoir un impact positif sur l'activité du secteur privé en décongestionnant les principaux goulots d'étranglement tels que l'approvisionnement en électricité et en améliorant l'efficacité des circuits d'approvisionnement, en particulier dans les secteurs agricoles et miniers.